nos amis sont toujours là. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, Ibrahim Atia, journaliste, directeur de publication de Temps Nouveau, et Adam Adjoronou, également journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. C'est d'ailleurs lui qui va prendre la parole. On va parler des anciens circuits commerciaux ouest-africains. On va poser la question de savoir s'ils vont fonctionner de nouveau justement au Mali après la levée des sanctions. Alors, Adam Adjoronou, est-ce que les circuits vont de nouveau fonctionner? C'est vrai, lorsque vous prenez sur tous ces aspects-là, vous constaterez que lorsqu'on lève dans une sanction ou restriction liée à un problème qui est naturellement dommageable à un pays, lorsque ces sanctions sont levées, c'est avec effet. Les corollaires avec les autres aspects. Donc, de toutes les façons, oui. Donc, vous constaterez qu'au niveau de ces circuits-là, c'est vrai, d'une manière factuelle, sont levés. Mais étant donné qu'on a eu un bon temps d'accalmie et surtout étant donné que nous sommes dans une zone où la sécurité n'est pas totalement garantie, il faudrait quand même qu'avant qu'on ait ces circuits commerciaux-là qui puissent véritablement fonctionner comme autrefois, il faudrait quand même que cela prenne du temps. C'est pourquoi tout de suite, lorsque vous demandez même à n'importe quel économiste, il lui serait très difficile de vous faire des prévisions sur le court terme, sur ce que la rentabilité sur ces circuits commerciaux, c'est très difficile. Puisqu'il faudrait quand même que les gens puissent savoir que est-ce que je conserve toujours les clients que j'avais, les partenaires que j'avais, et s'ils sont toujours en bonne santé, ce qui n'est pas évident. Parce qu'il y a une étude qui a démontré pratiquement que lorsque vous prenez la plupart de ces commerçants-là qui faisaient ces circuits-là par le passé, ils ont diminué en pouvoir d'achat. Et il n'y a pas que ces crises-là qui nous minent, qui ont été dans les facteurs, mais également ces sanctions-là en ont pour quelque chose. C'est pourquoi il faudrait quand même qu'ils prennent le temps de retrouver une santé financière assise pour faire confiance, en tout cas avec les partenaires qu'ils ont à l'extérieur, pour réellement faire fonctionner. Donc, c'est réellement ces circuits-là. Mais au même moment, si normalement, on devait véritablement accompagner dans toute sa plénitude le Mali, il faudrait quand même qu'il y ait des fonds de garantie qui puissent permettre un relèvement économique au niveau de ces acteurs-là. Puisque, quelque part, c'est vrai, on peut parler, voilà, on a levé les sanctions, etc. Mais retrouver la santé d'antan serait très difficile, en tout cas à court terme, pour la simple et bonne raison que ces gens-là ont été donc endommagés par le fait qu'ils n'ont pas eu les moyens de pouvoir mouvoir, de savoir véritablement les interactions ailleurs. C'est vrai que lorsque vous les prenez, la plupart du temps, ont toujours une sorte de multinationale à miniature, parce que ce sont des gens qui ont toujours des établissements, des sociétés dans tous ces pays-là. Mais étant donné que d'un pays à un autre, les réalités sont différentes, il est très difficile de pouvoir capitaliser sur le cas malien, en lien d'ailleurs même avec les autres pays environnants, en trouvant les proportions nécessaires pour l'expliquer sur les terres ici. Donc je pense à long terme, oui, mais dans l'immédiat, ça va fonctionner, mais d'une manière véritablement ralentie. Alors, Ibrahim Batian, les noms m'échappent même. Par circuits commerciaux, qu'est-ce qu'on veut dire concrètement? Par circuits commerciaux, on veut parler des transactions économiques qui se faisaient ou bien qui se font dans le pays. Donc quand on parle des transactions économiques, voyez aussi en même temps le côté financier, parce que l'économie, les finances, c'est vraiment ça toute une imbrication, ça va de pair, ça s'imbrique quoi, pour que les choses puissent aller. Donc il faut prendre peut-être au niveau de l'État malien même, les circuits commerciaux, ou bien les circuits économiques, c'est l'émission par exemple des bons de trésor en lien avec la BCEAO. Donc quand l'État est sous sanction et que l'État n'arrive pas à avoir la plénitude de son pouvoir sur les avoirs au niveau de la BCEAO, ça crée une désarticulation dans l'intervention de l'État au niveau en interne. Donc maintenant que toutes ces sanctions sont levées, l'État peut retrouver maintenant ses ressources et pouvoir déployer tout ce qu'il y a comme artifice pour la bonne gouvernance, pour la bonne gestion des affaires publiques. Quand nous revenons au niveau des circuits économiques avec les sociétés parapubliques, ou des sociétés étatiques qui ont aussi des liens avec la BCEAO, avec l'ouverture maintenant des transactions, je pense que ces sociétés-là vont retrouver aussi leur réflexe d'antan et pouvoir continuer par se mouvoir, comme on le dit,
bien évidemment au point de vue économique. Donc les autres structures aussi, que ce soit les opérateurs économiques et tout ça là, qui n'avaient plus la possibilité de faire des affaires avec l'État, ou bien que l'État puisse aussi les rembourser, parce que l'État, vous savez que l'État s'endette auprès des opérateurs par des marchés publics et tout ça là, la dette intérieure et tout ça là. Donc il y a tout ça là qui va se redéployer, parce que l'État va retrouver peut-être les ressources qui sont au niveau de la Banque centrale, une santé financière, et pouvoir maintenant continuer ses affaires au quotidien. Le pasteur Edo, dès l'entame de l'émission, parlait des transporteurs qui se réjouissaient au niveau de Dakar, qui se réjouissaient au niveau d'Abidjan, parce que les transactions étaient bloquées et il y avait des marchandises qui sont bloquées de part et d'autre de ces ports-là. Et le Mali, vous voyez, les transporteurs sont obligés d'aller jusqu'à Nouakchott ou bien à Conakry avant de ramener les marchandises et tout ça. Bon, maintenant qu'il y a l'ouverture des frontières, tout ce qu'il y avait comme transaction, activité économique, relations économiques entre le Mali et le Sénégal, ça va se débloquer et les choses vont aller. Et au niveau de la Côte d'Ivoire aussi, c'est la même chose. Et il y a même tout récemment, j'ai un confrère qui me disait que la levée des sanctions là, c'est comme en tout cas une bouée de sauvetage, pour que lui il estime que bon, c'est un musulman et souffrait que je puisse aller, voilà, bien évidemment, sur le plan tabaski, les moutons quittent souvent le Mali pour venir à Abidjan. Les moutons quittent pour le Sénégal. Et donc pour rien au monde, le Sénégalais ne peut pas accepter qu'il fasse tabaski sans avoir les moutons. Donc il y a tout ça là aussi qui ont, selon moi, qui ont pesé dans la balance. Si nous estimons que Alassane Ouattara, c'est un grand musulman, Macky Sall, c'est un grand musulman, ils sont frontaliers vraiment au Mali. Donc ils doivent véritablement aussi suivre la voie que M. Faure Gnassingbé a prise dans le sens d'amélioration et même de lever des sanctions contre le Mali. Donc c'est pourquoi tout récemment à Accra, apparemment il y a eu une certaine unanimité, parce que les intérêts aussi étaient en jeu. Vous comprenez? Donc reprise, oui. Adam le disait, nous devons être prudents. Ça serait peut-être une reprise progressive, parce que les gens tout de suite ne vont pas trouver la plénitude de leur mouvement, mais avec le temps tout ça va s'accélérer. Reprise immédiate selon vous également, ou bien progressive? Ça va être, la reprise va être progressive, mais c'est tombé à pic, c'est-à-dire c'est tombé à pic en ce sens que, comme je disais tout à l'heure, c'est la fête de la Tabaski, et que les régions là, c'est des régions presque, c'est des régions musulmanes, de 90%. Tout à fait. Et donc les activités vont connaître quand même un afflux. Oui. Il va avoir une influence en matière de bétail, parce qu'au Sénégal, j'ai entendu le prix de mouton. Ah oui. Quand on dit le prix, tu vas retourner à oui. Maintenant, avec la levée de les frontières qui sont ouvertes, donc il y aura vraiment beaucoup de mouvements, parce que le moment est bien choisi pour qu'il y ait de mouvements. Et certainement, il doit y en avoir, et que rapidement, c'est ça qui va prendre, ça va aller crescendo, donc de ce sens que juste après la fête, donc les gens vont reprendre les activités. Mais s'il n'y avait pas la fête là, ça va être un peu difficile, parce qu'il y a des gens qui ont changé même de lieu, parce que 6 mois, ce n'est pas facile. Hein? 6 mois, il y avait quand même, il n'y avait pas trop d'activités. Donc quand les gens vont se retrouver, et ça va être très difficile. Mais heureusement que je choisis une période qui est vraiment très sensible, et donc ça va permettre au peuple de la sous-région de pouvoir faire le mouvement vers le Mali et vice-versa. Et ce qui nous réjouit, je l'ai déjà dit au début à l'entame de cette émission, il faut reconnaître quand même que les Maliens ont sollicité le président Faure Gnassingbé, mais il faut reconnaître quand même que... La médiation, comment vous il faut reconnaître quand même que cette médiation a quand même joué, et il a fallu que le président togolais soit en froid avec d'autres, il a été même en froid avec d'autres chefs d'État. Et même sa présence effective à Accra la dernière fois. Vous vous rappelez, l'autre fois il n'était pas allé. Oui, l'autre fois de suite, il n'est pas allé. La dernière fois il y était. Oui, mais la dernière fois il y était, c'était pour peser quand même de son poids par rapport au service que les Maliens l'ont demandé. Et ça, je crois que ce sont les Maliens qui ont demandé. Oui, mais ce sont les Maliens, mais c'est le président malien, c'est les autorités maliennes qui ont demandé. C'est vrai, sur le plan diplomatique, c'est dit qu'il offre sa médiation, vous comprenez, mais c'est qu'il a été sollicité. Il a été sollicité. Vous comprenez, parce que... Moi, je voulais juste la confirmation. Tout à fait. Il a été sollicité. La confirmation. C'est un lien avec d'autres opinions déjà qui sont passées par le passé. C'est le chef de l'État togolais, c'est le chef de l'État togolais. Et je l'ai toujours dit, je suis fier quand il s'agit de mon pays. Quand il s'agit de mon pays, je suis toujours fier. Et quand quelque chose est fait
au nom de mon pays. Bien évidemment. Bien, mais il faut que je le dise. Et je crois que les gens doivent me comprendre comme ça. Il faut que les gens me comprennent comme ça, que c'est bien, je dis. Maintenant, il revient qu'au chef de l'État, il est auréolé quand même de toute cette diplomatie-là. Il faut qu'au Togo aussi, qu'on parle vraiment, au Togo, qu'on parlons bien de lui par rapport à ce que nous vivons. Il y a des prisonniers dans des situations. Dans des situations. Donc, je crois que c'est comme ça. Donc, certainement, les activités vont reprendre. Mais à certains endroits, ça va tituber, ça ne va pas être exact. Mais je pense qu'avec le temps, ça va reprendre, puisque les Maliens aujourd'hui ont retrouvé quand même tout leur activité, toutes leurs activités, les voies des activités qui les concernent. Et je crois que c'est bien pour le Mali, c'est bien pour la sous-région. On l'avait déjà dit plus haut que ces sanctions avaient beaucoup fait du mal aux autres pays de la sous-région. Donc, le Togo, vous vous rappelez, le Togo même fait il y a beaucoup de commerce, d'activités commerciales et économiques entre le Togo et le Mali. Je pense bien que maintenant, nous allons ensemble avec nos concitoyens du Mali vivre quand même dans cette harmonie et que c'est bien pour les populations maliennes. Ça, c'est sur le plan commercial, si on peut le dire, Adama Adjornou. Est-ce que les relations qui ont toujours lié les différents peuples en Afrique de l'Ouest, ces relations vont continuer ainsi? Ça, c'est sans doute, mais aussi progressivement. Non, en matière de relations, vous savez, lorsque vous prenez la quasi-totalité presque de nos pays africains, les relations qui nous lient en tant que peuple, les relations n'ont rien à voir avec des dispositions politiques, des dispositions de crise que nous avions connues. La preuve est que lorsque ces pays-là sont en difficulté, ce qu'on ne dit pas la plupart du temps, c'est qu'il y a un flux d'immigrants de ces pays-là, comprenant le Mali, surtout le Mali, le Burkina Faso et le Niger d'ailleurs même, vers nos pays. Lorsque vous prenez aujourd'hui les flux que vous constaterez au niveau de cette population au Togo, c'est visible. On n'a pas besoin fondamentalement d'une titre pour le prouver. Vous verrez directement que nous avons véritablement de ces Guinéens, d'ailleurs même les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés qui arrivent. Mais ce qu'il faut dire fondamentalement, c'est que, vous savez, pour que réellement ces circuits, au-delà de ces aspects relationnels que vous avez évoqués, puissent réellement également fonctionner, cela dépendra également des législations et la mise en œuvre des politiques aussi communautaires. Le respect de ces politiques communautaires-là n'est pas aussi évident dans nos pays. Lorsque vous prenez par exemple sur un certain nombre d'aspects, il va devoir que la CEDEAO mette des outils d'évaluation entre pays pour encourager les autres pays à pouvoir faire de la même. On parle par exemple de la libre circulation des personnes et des biens, mais entre de vous à moi, c'est pas facile aujourd'hui de traverser la frontière togolaise pour aller aux côtés du Ghana. Juste à côté, vous êtes obligé de débrousser vraiment l'argent que vous ne débrousserez pas. Et surtout que si vous tenez un passeport qui est nouveau. Voilà, on vous demande par 10 000 francs pour le cacher. De cacher 10 000 francs. Parce qu'il n'y a jamais eu de cacher. 10 000 francs. Mais la politique communautaire des personnes et des biens, il n'y en a pas. Donc, quelque part, moi, je pense que cela dépendra également. C'est pourquoi moi, je dis, au-delà de pouvoir amener tous ces chefs d'État à une convergence de vue sur la question malienne, et nous l'avons cité d'ailleurs même dans nos parutions aujourd'hui en disant que le président Faure Gnassingbé a gagné une bataille diplomatique. Et ça, c'est une évidence. Il faudrait quand même que régulièrement, qu'il y ait de cette bonne volonté-là qui veulent véritablement faire triompher disons se vivre ensemble au niveau de la CEDEAO en respect avec des tests que la CEDEAO même s'est donné. C'est réellement que... Et surtout la base fondamentale de la création de la CEDEAO, c'est la sécurité de la personne et des biens. Tout à fait. Et lorsque nous regardons un peu dans le rétroviseur où nous remontons le temps, vous allez constater que la plupart, après ces coups d'État, les gens l'ont dit, c'est du fait qu'on a laissé faire au niveau de certains politiques qui n'ont pas été respectés, qu'on en est arrivé là. Donc je pense qu'on ne devait pas tergiverser sur ces questions-là. Il faudrait quand même au niveau lorsque la CEDEAO il faudrait quand même qu'il y ait des gens qui puissent donc être dépêchés pour amener ces pays-là à respecter. Moi, je ne sais pas pourquoi depuis lors, vous prenez le Niger, c'est très difficile de traverser la frontière du Bénin pour aller au Niger, très difficile de traverser pour aller au Ghana et d'ailleurs même d'autres pays également anglophones. Je ne sais pas pourquoi il faudrait quand même qu'il y ait cette bonne volonté-là pour que ces questions-là puissent être mieux exprimées dans l'espace communautaire et c'est ce qui va faire triompher, faire respecter ce travail dans ces circuits commerciaux-là que nous voulons de tous nos voeux parce qu'il y a certains produits aujourd'hui qui peuvent transiter peut-être du Burkina. Lorsque nous prenons la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est un pays très pionnier en matière de fabrication d'huile, où le Togo était obligé hier encore de plafonner les prix, au détriment
des commerçants qui disent que c'est en déphasage total avec ce qu'ils achètent. Il faudrait quand même que nous puissions favoriser l'élan de transactions entre nos pays. Comme je l'ai toujours dit, au niveau de cette Covid-là, nous avons vu tous les États se recroqueviller en eux. Cette libre circulation a été rompue. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres pays en soi qui ont toujours des frontières. Pourquoi pas même exempter certains produits qui doivent circuler librement. Les Occidentaux, il n'y en a pas de truc de douane. Tout à fait. Les Occidentaux avaient fermé entre-temps leurs frontières entre les pays africains, quand bien même que Corona sévissait chez eux plus que chez nous. Mais pourquoi nous devons faire autant? On peut faire autant, mais quand même en laissant des passerelles, faire en sorte que les populations puissent vivre. Ce qu'on n'a pas constaté, et moi je pense qu'il faudrait quand même que cette bonne volonté qui a animé le président Faure Gnassingbé à gagner cette bataille diplomatique puisse encore animer d'autres chefs d'État à pouvoir penser la question commerciale pour que ces circuits commerciaux puissent marcher. Les principes de Zleka, il y en a. Oui, c'est ça. Ces zones de libre-échange commercial. Donc on en a besoin. Puisque le problème aujourd'hui, ce qui frustre les populations de cette communauté, c'est le fait qu'il n'y a pas la libre circulation des personnes et des biens. C'est ça qui met en colère les Même ça nous a prouvé davantage. Bien sûr. Parce que au temps de Covid, vous savez ce que les gens ont enduré. Pendant 2 ans, ce que les gens ont enduré dans l'espace de la CEDEAO. Les gens de 20 000 pour passer à une autre frontière. Et donc, on ne sait pas plus de 40 ans. Ce que nous reprochons à la CEDEAO, c'est de ne pas être efficace en la matière. Sa base fondamentale, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Et c'est ce que les citoyens attendent. S'il y a ça, je crois quand même qu'on va continuer par apprécier la CEDEAO par rapport à être fier de cette communauté de laquelle nous... Qui est un exemple, surtout en Afrique. Non, on l'a dit, qui est un exemple. Oui, par rapport à la CEDEAO, avec l'ouverture des frontières constatée au niveau du côté du Mali, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, je pense que ça va redonner un élan à l'économie, ça va booster et donner un peu plus de tonus à l'économie malienne. Et à l'économie de la sous-région. Ah oui, quand je parle de l'économie malienne, elle est très dynamique. C'est que les gens ne savent pas. Parce que quand vous prenez un peu les opérateurs économiques maliens, dans les autres pays, au Togo, au port d'Accra, au port de Téma, au port de Cotonou, au port de... Ils sont partout. Ah oui, ils sont partout. C'est une économie vraiment des opérateurs très dynamiques. Et il y a eu aussi des mesures incitatives au niveau du Mali. Et c'est ce qui fait que les opérateurs sont beaucoup plus... voilà, ils sont à l'aise dans leur façon de faire, dans leurs transactions et tout ça là. Donc au niveau de l'Afrique, je pense qu'on doit aller vers ces efforts-là. Dans chaque État aussi, les dirigeants doivent essayer de voir aussi quels sont les produits qu'il faut taxer suffisamment et quels sont les produits qu'il ne faut pas aussi trop taxer de peur de créer des préjudices au niveau de la consommation locale. Le problème que le prix d'achat, ça devient... Si on arrive à voir ça juguler, à la frontière, on est obligé de laisser tomber. Parce que moi j'ai acheté le prix, je viens, on me demande la taxe qui est plus supérieure que le prix d'achat. Je laisse tomber. Vous voyez un peu la polémique entre-temps avec au niveau de l'aéroport, les expatriés ou bien nos frères qui allaient revenir de la diaspora. Si vous avez 2 téléphones portables, l'autre là on vous taxe. Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a des choses qu'on doit améliorer. Une petite pause et on revient pour la suite.